Bonjour à tous, donc dans cette vidéo, nous allons traiter l'activité 2.3, l'annuaire d'Internet. Bien sûr, il va falloir que vous lisiez les documents, que vous essayez de le faire. Donc je vais vous commenter un peu la correction. Donc ici, qu'est-ce qu'on vous raconte? Donc on vous raconte que on vous met un site, donc celui qui est le site sur lequel je mets les informations et les vidéos. Donc on vous dit que cette adresse peut être décomposée en plusieurs parties. Alors vous avez la partie HTTPS. Donc ça, on verra ça dans le module web qui va venir juste après le module Internet sur lequel on est en ce moment. Vous avez une partie qui est la partie google.com ici, donc qui est la partie qui va nous intéresser. Donc c'est une extension du domaine, donc d'un nom de domaine, et Google est un nom de domaine. Com, pardon, est une extension de nom de domaine, et Google est un nom de domaine. Vous avez même avec site.google, ça c'est un sous-domaine de Google. Et vous avez ensuite site boulangerie JR SNT Internet avec des slash là qui désignent l'emplacement de la page HTML qui est internet.html que généralement vous voyez des fois sur certaines adresses ou des fois vous ne voyez pas le HTML. Bon, sans trop rentrer dans les détails, il y a marqué donc google.com représente donc une machine sur un réseau. Euh, Étrange, jusqu'à maintenant, on vous a dit que c'était bien l'adresse IP qui permettait de reconnaître une machine. Sauf que par l'adresse IP, je vous rappelle, hein, c'est une combinaison de 4 chiffres si vous avez une IPv4 allant de 0 à 255. Mais nous, on retient google.com. On ne retient pas les 216, 58, 213, 142. Donc en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les adresses IP localisent des machines sur le réseau, celles qui hébergent par exemple les sites. Sauf que si on disait à un copain va se voir sur 213.58.213.142, bah ça parle pas. Par contre, si on dit va voir sur google.com, ça parle déjà beaucoup plus dans l'inconscient collectif. Donc il y a nécessairement un service qui s'appelle le DNS, le Domain Name Server ou Domain Name System, qui permet donc de passer d'un nom à une adresse IP et réciproquement. C'est un peu comme l'annuaire pour les numéros de téléphone, si vous avez connu. Hein. Donc c'était le gros annuaire jaune. Quand on avait un nom, eh ben, on allait chercher dans le nom et on nous trouvait le numéro de téléphone. Et donc, ça nous permettait comme ça d'appeler la personne. On n'était pas obligé de retenir tous les numéros de téléphone. Ensuite, on vous disait ici, par exemple, de faire, donc sur votre ordi, je vous encourage vivement à le faire, hein, tapez dans votre barre de recherche HTTPS 216 58 213 142. Donc ça, je vais le prendre avec vous. Donc je vais copier pour que ce soit plus simple. Donc je copie cette adresse. Hop, voilà. Donc là, regardez bien, j'ai cliqué sur le lien que j'avais mis dans le document. Regardez bien où est-ce que je suis arrivé. Je suis arrivé sur l'adresse de Google. Donc ça veut dire qu'en fait, il a bien compris, lui. En fait, quand je lui ai demandé, donc ça, je vais le mettre là, paf. Là, hop, quand on tape là-dessus, on arrive sur le site de Google. Donc on arrive sur le site de Google. Alors là, qu'est-ce que j'ai fait moi? Je ne sais pas si vous avez vu. Je suis allé sur le lien et vu que le lien était actif ici, là, j'ai cliqué dessus et il m'a directement ouvert 213.58.213.142, mais en fait, il m'a ouvert une page Google. Donc, c'est bien qu'il y a une correspondance entre www.google.com et 216.58.213.142. Ensuite, on vous demandait, pour certaines adresses publiques, il est possible d'effectuer ce genre de traduction sur des sites web comme celui que je vous ai donné ici. Donc si vous allez sur ce site web, donc je prends le document, toc, c'est un site, donc il y en a plein sur internet, hein, il n'y a pas que celui-là, il y en a un autre que je vous ai mis sur Pronote, il y a whoisrenet.fr, vous avez dnsfrog.com/fr/, vous en avez d'autres, ceux que j'ai mis dans le cahier de texte, qui vous permettent de passer d'une adresse IP à donc une adresse symbolique de domaine et réciproquement. Donc l'exercice que je vais vous demander de faire maintenant chez vous, vous pouvez très bien le faire, c'est vous allez sur ce site et vous allez aller chercher l'adresse IP du serveur de education.gouv.fr. Donc je prends l'adresse et je le tape ici dans le colonne encadré et je mets vérifier. Donc dans ce cas-là, vous voyez qu'il me donne l'adresse IP sur le réseau de l'ordinateur qui héberge donc www.education.gouv.fr. Donc là, cette valeur-là, vous la notez, puis vous la mettez dans votre tableau. Donc vous remplissez ce tableau petit à petit. Donc là, je vais prendre ça, toc, l'adresse IP est 1, hop. Ça, c'est l'adresse IP. Vous pouvez faire la même chose pour édition de la grave. Donc vous prenez l'adresse HTTPS. Non, c'est pas ça que je veux faire.
hop, vous la copiez, vous la mettez dans le site. Il va vous donner donc une autre adresse qui est ici 185.145.32.106. C'est bien une adresse de type V4, hein, d'accord, avec 4 chiffres. Alors ensuite, on peut faire l'inverse. On peut trouver donc 194.199.8. Donc là, je vais prendre l'adresse IP, je la copie et je la mets dans le site. Je vérifie. Donc là, on voit que le site en question, regardez bien le domaine, on voit ici que c'est la Banque nationale de France. Donc, je vais aller prendre l'adresse. Le nom du domaine, c'est Banque nationale de France. Ok. Et enfin, un dernier, on vous demandait l'adresse IP 98.138.219.231. Encore une fois, je vous encourage vivement à le faire de chez vous, c'est bien plus parlant. Donc là, ici, quand vous laissez traiter, alors là, c'est un peu moins clair. Donc on voit que si vous regardez ce document-là, on voit que c'est quand même c'est moins précis, on voit bien un truc, on se dit bien que c'est Yahoo, regardez bien, vous voyez bien, il y a yahoo.com. Donc on se doute bien que c'est yahoo.com, vous pouvez aller voir ensuite dans Montrer, et vous avez encore plein d'informations, plein d'informations sur en gros l'ordinateur qui héberge tout ça sur le réseau. Donc là vous voyez bien, vous avez du Yahoo, donc vous êtes plutôt aux États-Unis. Vous avez, bien sûr c'est en anglais, hein, vous avez plein de dates, plein d'organisations, de holdings, on vous donne des adresses, des références, des mises à jour, des choses comme ça. Il y a plein d'informations qui peuvent intéresser bien sûr des gens qui s'y connaissent. Pour des gens, on va dire, comme vous et moi, qui veulent juste connaître la correspondance entre un domaine et une adresse IP, bon bah là on a reconnu que c'était yahoo.com. Donc ici je vais taper www.yahoo.com. Alors ensuite, on vous dit que les adresses IP, donc c'est l'adresse symbolique, c'est plus facile à retenir, ne serait-ce que pour vous. Vous connaissez tous des adresses symboliques, vous connaissez quasiment aucune, et moi le premier, adresse IP correspondant à des sites que je regarde très régulièrement. Donc ici, on vous explique dans ces documents-là et dans la vidéo que je vais vous mettre par la suite, le lien entre les domaines et les sous-domaines. Donc là, on vous dit que vous avez la racine du DNS, du Domain Name Server. Donc là, vous avez les domaines de plus haut niveau, le .org, .com, .net, .gouv, .fr. Ensuite, vous avez les sous-domaines, par exemple Wikipédia, Google. Et enfin, vous avez les sous-domaines de Wikipédia, le domaine FR par exemple, le domaine NDS, vous avez du Wikipédia, tous les pays qui existent sur Terre. Donc ici, par exemple, vous pouvez avoir quelque chose du style wikipedia.org/fr. Donc wikipedia.org, et vous pouvez avoir ici donc la partie fr wikipedia.org. Quand ce document-là qui était dans le manuel, hein, donc vous sert à comprendre ce qui se passe quand en gros vous cherchez une page. Donc vous saisissez dans votre navigateur par exemple example.com. Donc dans ce cas-là, l'ordinateur il demande l'IP de example.com à un serveur DNS. Le serveur, donc, qui va normalement lui donner l'adresse IP. Alors, comment ça se passe? Ça se passe en plusieurs étapes. La première, une fois qu'on arrive au serveur DNS, c'est que la machine pose la question à c'est ce qu'on appelle un serveur racine. Le serveur racine, lui, va envoyer une réponse qui dit, en gros, bien sûr c'est assez imagé, hein, va voir le serveur à cette IP qui connaît les sous-domaines.com. Effectivement, ici, vous êtes sur example.com. Donc ça veut dire que l'information revient ici, qui renvoie, donc la machine pose la question au serveur qui s'appelle le serveur.com, le serveur des com. Ce serveur-là, donc, va répondre, va voir donc le serveur à cette IP qui connaît la réponse. Donc on va lui renvoyer le serveur qui connaît ici, example. Donc ça, quand ça arrive ici, la machine pose la question au serveur qui connaît l'adresse IP, example, et il lui dit, bon, bah, la réponse, l'adresse IP, c'est 93.184.213.34. Dans ce cas-là, l'information arrive sur l'ordinateur qui interroge donc le serveur vu qu'il a l'adresse IP, et dans ce cas-là, le serveur met à disposition la page. Tout ça, bien sûr, ça se fait en quelques millisecondes, mais il y a quand même plusieurs étapes. Il y en a
une où on envoie au serveur DNS du fournisseur d'accès. Le FAI, c'est le fournisseur d'accès à Internet. Donc on envoie au serveur DNS du fournisseur d'accès. Ce fournisseur d'accès renvoie au serveur racine, qui lui, en gros, analyse, si vous voulez, ce que vous lui demandez. Et ensuite, il envoie donc d'abord au premier .com. Donc il envoie au serveur com qui lui envoie à example, qui lui envoie l'ordinateur donc à example et qui lui donne l'adresse IP. Et s'il y avait plusieurs sous-domaines, comme celui qu'il y a par exemple ici là, bah vous auriez com, vous auriez Google et après vous auriez site. Donc avant d'aller à l'adresse qui serait site.google.com. Donc vous pouvez continuer comme ça jusqu'à ce qu'il y ait autant de sous-domaines. Et c'est qu'une fois que vous arrivez au dernier sous-domaine, qui vous renvoie l'adresse IP, que votre ordinateur peut aller accéder à cette page. Encore une fois, ça prend quelques millisecondes, mais il faut bien que vous compreniez qu'il s'est passé beaucoup d'étapes. Alors ensuite, on vous dit indiquer les principales étapes qui vous permettent de consulter donc www.education.gouv.fr lorsque vous saisissez son adresse symbolique donc sur votre navigateur. Alors, pour faire ça, avant, ce que je vais vous conseiller, c'est d'aller voir le lien que je vous ai mis donc, dans la page internet et que je vous ai mis dans le cahier de texte sur Pronote. C'est cette vidéo-là. Alors elle est très bien faite, elle dure 5 minutes. Vous allez voir que si je vous la mets. Alors je ne vais pas vous la mettre, hein, mais parce que vous pouvez très bien cliquer sur le lien, c'est pas l'objectif de cette vidéo de retranscrire une vidéo. Mais regardez bien, il va vous expliquer tout ce qui est les noms de domaine, les adresses IP, etc. C'est relativement bien fait en 5 minutes. Donc je vous conseille, avant de faire la suite, de regarder cette vidéo. Ensuite, en gros, ce qu'on vous demande de faire, c'est d'expliquer les étapes principales donc, qui vous permettent de consulter www.education.gouv.fr lorsque vous saisissez son adresse symbolique dans le navigateur. Donc c'est-à-dire, dans le navigateur, moi, ça serait ici. Donc, qu'est-ce qui se passe? Alors, je vais taper. Donc, la première des choses, quand vous faites ça, qu'est-ce qui va se passer? Donc, vous allez interroger le serveur de votre fournisseur d'accès à Internet. Donc, ça, vous allez contacter, donc en premier tiret. Donc, on va contacter le serveur. Donc, alors, je vais contacter le serveur DNS de mon FAI, donc de mon, comment ils appellent ça là ici, fournisseur d'accès à Internet. Ensuite, ce fournisseur d'accès à Internet, lui, il va aller il va créer un contact donc avec le serveur racine. Alors ce serveur racine, il va analyser donc il va aller analyser donc ici l'adresse qu'on lui envoie et il va aller voir qu'on est sur du .fr. Donc si on est sur du .fr ici, donc il va aller me dire en même temps il va aller me dire qu'il connaît, qu'il va aller me dire d'aller voir va à l'adresse IP du serveur qui connaît donc les .fr. Alors ensuite, une fois qu'on est arrivé au .fr, donc on va faire un contact cette fois-ci, donc avec le domaine contact avec le domaine avec le serveur qui connaît .fr, et ce serveur là il va vous dire va voir l'IP du serveur qui connaît le domaine .gouv. Ensuite, vous aurez ça. Bon, vous avez compris, hein, c'est un petit peu rébarbatif, mais donc on prend contact donc avec le serveur qui connaît .gouv, et celui-ci va aller nous dire va voir l'adresse IP du sous-domaine éducation. On va voir le serveur qui connaît donc le sous-domaine éducation. Ensuite,
on prend contact, donc on envoie le serveur qui connaît, donc on prend contact avec le serveur, qui connaît le sous-domaine, le sous-domaine éducation. Et dans ce cas-là, lui, il va, donc on va envoyer donc par le serveur qui connaît ce sous-domaine éducation l'adresse IP. Donc le contact qui va renvoyer contact avec, je me suis trompé là, avec donc le serveur qui connaît le sous-domaine éducation. Donc dans ce cas-là, vous allez prendre contact donc par votre ordinateur du serveur à cette IP, parce que là, donc il va vous donner l'IP. Il va donner l'IP du serveur. Et dans ce cas-là, votre ordinateur donc lui va contacter ce serveur avec l'adresse IP que vous venez d'obtenir. Et normalement, la page s'affiche sur votre ordi. Donc, pour récapituler, donc en gros, vous contactez le serveur DNS de mon, alors j'ai oublié un mot là, de mon fournisseur d'accès à Internet. Celui-ci va vous envoyer vers le serveur racine. Ce serveur racine, il va vous renvoyer vers le serveur qui connaît les .fr. Une fois que vous aurez contacté le serveur qui connaît les .fr, il va vous envoyer vers donc le serveur qui connaît donc le domaine .gouv. Une fois que vous aurez trouvé le domaine .gouv, lui va vous renvoyer vers un serveur qui connaît le sous-domaine éducation de .gouv. Et quand vous aurez ça, donc ce serveur qui connaît le sous-domaine éducation de .gouv, lui, il va vous renvoyer une adresse IP. Cette adresse IP, c'est votre ordinateur qui ira la contacter via votre fournisseur d'accès à Internet, bien entendu, et qui vous affichera la page. Donc ça, c'était la correction qui a été donnée plus précisément. On finissait donc cette activité-là par un petit exercice que je vous laisse bien entendu prendre connaissance sur le cahier de texte et que bien entendu je vous conseille de mettre pause dans cette vidéo avant de regarder la correction. Alors dans cette vidéo, donc on vous décrit un réseau simple dans lequel on vous dit que les machines A ici et F sont reliées entre elles par des routeurs. Donc là vous avez des routeurs A et F. Il y a des routeurs, donc ça c'est des machines sur le réseau, là il y a des routeurs, donc là on vous dit qu'ils sont indiqués sur chaque lien, donc là par exemple entre B et E, il y a 5 routeurs, il y a 6 routeurs entre E et F, etc. Alors on vous dit, que se passe-t-il si les routeurs entre les machines D et F sont inaccessibles? Donc si les routeurs entre les machines D et F, donc ça veut dire que c'est ici. Ça veut dire que là, les routeurs ne fonctionnent plus, ne sont pas accessibles. Et ben dans ce cas-là, il faudra nécessairement passer par E pour aller de A à F. Nous, si on veut aller de A à F, l'objectif, hein, on veut aller d'ici, hein, là j'ai quelle couleur? Si on veut aller de là à là, et que là, ça ne fonctionne plus, bah, ça veut dire que concrètement, c'est comme si vous vouliez prendre une route et qu'ici la route était fermée. Bah, ça veut dire que vous ne pouvez pas passer là. Si vous arrivez par là, il faudra passer par E et potentiellement par F. Vous aurez en gros une déviation. On a déjà vu dans les activités précédentes que ce n'était pas un problème, ça. Le chemin, les paquets, ils prennent les chemins qu'ils peuvent en fonction des circonstances du réseau. Donc ici, la première réponse à la question serait que pour communiquer avec F, donc il faut nécessairement passer par l'ordinateur, dans ce cas-là, E. Donc là, ici, il faut nécessairement passer par l'ordinateur E. Ensuite, on vous dit déterminer le nombre minimum de routeurs qui relient la machine A à F. On voit que pour aller de A à F, ici, vous avez plusieurs possibilités. Alors, concrètement, vous pouvez faire, c'est ce qu'on va vous demander dans la question d'après, mais en fait, ici, on voit clairement que, ici, si vous prenez le chemin le plus court, ça serait ici, ce schéma-là, alors qui serait, hop, celui-là avec celui-là. Pourquoi? Parce que là, vous auriez un routeur à faire. Là, vous en aurez 6, donc en tout, ça fait 7. Si vous faites le chemin ici, bon, sachant qu'ici, si c'est fermé, ça ne marche pas, mais en tout cas, là, vous êtes déjà à 15, alors qu'ici, vous êtes à 7. Et si vous faites ici 1, et qu'ici, vous pouvez revenir ici, ça fait 2. Vous rajoutez 10, on est beaucoup plus long. Si vous faites 1
et que vous voulez faire 3 ici pour dire que vous allez par ici, mais ici c'est fermé, et même si c'est pas fermé, on est à 3 plus 9, 12, et vous rajoutez un 1, 13, donc ici le chemin le plus court il fait 7. Donc ici le chemin le plus court en fait c'est bien le chemin AEF, on passe par E. Ensuite, on vous disait de déterminer le nombre minimum de routeurs qui relient la machine A à la machine F si les liens AE, BE et CE sont cassés. Donc cette fois-ci, ce que je vais faire, je vais prendre une nouvelle image. Donc on nous dit déterminer le nombre minimum de routeurs si donc les liens AE, BE sont cassés. Donc on va déjà les casser. Donc ça veut dire que A, E sont cassés. Donc là, ça veut dire que ça n'existe plus. Donc ça veut dire que la route ici, elle est impraticable. BE, ici, la route inaccessible. Et CE, cassé. CE, ici. Donc ça veut dire que ces trois routes-là sont impraticables. Hop. Donc ça veut dire que ça, c'est pas possible. Ça, c'est pas possible. Et ça, c'est pas possible. Je vous rappelle que nous, donc on veut aller de A à F. Donc a priori, si on veut aller de A à F, ça veut dire que ici, bon, j'ai les trois possibilités, je ne peux pas aller là. Si je vais ici, je vais être coincé. Donc, bon, a priori, je vais passer par C. Donc, mon seul premier choix, ça va être de passer par C. Ensuite, quand j'arrive par C, possibilité, donc on voit bien que on arrive. Soit je peux aller à E, mais là, a priori, la route est cassée, donc c'est pas possible. Donc je suis obligé d'aller à D. Donc ici, je vais à D. Quand j'arrive à D, ici, j'ai deux possibilités. Soit je vais direct à F, soit je vais à E, et ensuite je peux aller à F. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que ici, pour aller de D à F, j'ai 9 routeurs. Et si je vais de D à E, j'en ai 3, certes. Donc a priori, on peut se dire qu'on peut commencer par là, sauf qu'après, j'en ai 6 pour aller à F. Donc finalement, 3 plus 6, ça fait la même chose que 9. Donc quel que soit le chemin, que vous preniez ACDF ou ACDEF, vous allez avoir 5 plus 10, 15 et 9, 24, parce que là vous avez 9 aussi. Donc c'est pour ça que dans la correction ici, il vous est donné que deux chemins possibles, ACDF et ACDEF, qui cumulent tous les deux 24 routeurs. Alors ensuite, on vous demandait, sous la forme d'un tableau, regrouper toutes les possibilités de routage d'un paquet entre la machine A et F sans passer deux fois par le même chemin. Donc encore une fois, ce que je vais faire, je reprends l'image et je recrée une autre image ici pour qu'on reparte d'une feuille blanche. Donc nous, on veut partir de A, on veut aller à F. Alors, quand vous voulez faire un tableau sur ce genre d'exercice-là, il faut être assez structuré parce que ça peut vite être le bordel. Donc en gros, ici, quand vous êtes en A, vous pouvez partir en B, en E ou en C. Donc ça veut dire qu'en gros, moi je vous conseille très fortement de partir en faisant du A, B. On va faire toutes les possibilités de AB. Ensuite, on va faire toutes les possibilités de AE. Et ensuite, on fera toutes les possibilités en partant sur du AC. Ok? Donc ici, quand on part sur du AB, donc je peux aller ensuite en E. Là, j'ai pas tellement le choix. De toute façon, une fois que je suis en B, je suis en E. Donc ici, AB, E. Une fois que je suis en E, là, j'ai plusieurs possibilités. Parce qu'on a dit qu'on ne revenait pas en arrière. Hein. Donc soit je peux aller en C, soit je peux aller en D, soit je peux aller en F. Donc c'est pour ça qu'ici, je vais avoir du AB, E, F, le plus simple, le plus simple, on va dire le plus synthétique. Ensuite, vous pouvez avoir du AB, E, mais à partir, au lieu d'aller directement en F, vous pouvez avoir du C, D, F. AB, donc C, D, F, C, D, F. Vous pouvez aussi avoir du ABE. Au lieu de passer par C, vous pouvez aller en DF à partir de E. APE, DF. ABE, DF. Donc là, qu'est-ce qu'ils ont en commun tous ces trois-là là? Ils ont en commun tout ce qui est ABE. ABE, ABE, ABE. Je vérifie que j'en ai pas oublié. A priori, c'est bon. Alors ensuite, les AE. Une fois que je passe en AE. Donc je passe passer ici, je suis allé là. Si je reviens en B, je vais revenir en A. Donc on a dit qu'on ne faisait pas dans la consigne, on ne revient pas en arrière.
Donc AE, plusieurs possibilités. Ensuite, une fois que je suis en E, bah, je peux aller en C. Si je vais en D, F, je ne peux pas aller en E parce que je vais repasser par E. Donc ça va faire AE, C, D, F, AE, D, F et AE, F. Donc là, il y en a trois. AE, F, AE, C, D, F et AE, AE, C, D, F et AE, D, F. Donc les trois possibilités. Une, la plus rapide, la deuxième et la troisième. Et enfin AC. Donc si vous êtes en AC, ben ensuite vous avez deux possibilités, soit vous allez en E, soit vous allez en D. Donc si vous allez en E, vous pouvez faire AC, E, F. Vous pouvez faire aussi AC, E, D, F. Donc déjà ça fait tous les ACE. Donc je vais déjà les écrire. ACE, F, ACE, DF, ACE, DF. Alors ensuite, une fois qu'on a fait ça, on a les A, C, E, on a fait donc F, A, C, E, D, F. Ensuite, on est à A, C. On peut faire D. Et D, D, cette fois-ci, je fais A, C, D, F ou A, C, D, E, F. Donc il y en a deux. A, C, D. Alors on peut faire A, C, D, F, le plus rapide si vous voulez. A, C, D, F, je me suis trompé. Et A, C, D, E, F. Donc là, j'en ai 3 et 3, 6 et 4, 3 et 3, 6 et 4, 10. Donc je vérifie que je ne me suis pas trompé. 3 et 3 et 4, 10. Donc c'est bien, vous retrouvez bien les 4 qu'il y a là. Ce genre d'exercice-là n'est pas un exercice qui est compliqué pour vous. Il faut juste être très structuré dans ce qu'on fait, c'est-à-dire bien suivre avec son stylo toutes les possibilités et les écrire direct pour être sûr de ne pas refaire deux fois la même chose. Et ensuite, on vous dit quelle doit être la durée de vie minimale d'un paquet pour qu'il transite entre A et F par le chemin le plus court. On a dit que le chemin le plus court, c'était 7 routeurs. On a vu dans une précédente activité qu'il fallait qu'il arrive le paquet ici en ayant une durée de vie minimale de 1, le fameux TTL, Time to Live. Donc ça veut dire qu'en gros, si vous lui donnez une durée de vie, parce que je vous rappelle, la durée de vie est un nombre qu'on compte entre 0 et 255, et qu'à chaque fois que vous passez par un routeur, ce nombre est diminué de 1. Quand vous arrivez à 0, le paquet est réinitialisé. Donc si vous lui donnez une durée de vie ici de 7, il va arriver ici à 0. Et donc s'il arrive à 0, il sera détruit. Donc en fait, il faut bien qu'il ait 7 routeurs, donc il faut qu'il arrive avec une durée de vie ici minimum de 8 pour qu'il puisse arriver ici avec un 1 et ne soit pas donc effacé. Donc c'est pour ça que dans la correction ici on vous dit qu'il faut que ça soit égal à 8 pour que sa durée de vie soit égale à 1 pour qu'il ne soit pas détruit. Alors il nous reste juste le retenir par l'essentiel. Donc vous avez les mots ici à mettre correctement. Donc 1 convertit les adresses symboliques, donc ça c'est un serveur DNS. Donc un serveur DNS convertit donc les adresses symboliques des adresses IP inversement. Il fonctionne donc comme un annuaire. Alors si vous avez connu les annuaires téléphoniques, ça va vous parler et vous faciliter la représentation. Et est réparti en plusieurs serveurs, puisque on a vu dans l'activité quand on a fait les liens là, qu'il y avait les serveurs du fournisseur d'accès, les serveurs racines, les serveurs des .fr, .com, les serveurs des sous-domaines, des domaines, etc. Donc plusieurs serveurs de noms ayant chacun une partie de l'annuaire à prendre en charge. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous sera utile et vous aura permis de comprendre ce qu'on avait prévu de faire dans cette activité.